Au cœur des années 70, l'affaire Pliouch a fait couler beaucoup d'encre, comme vient de nous le rappeler ce documentaire exclusif réalisé par Mathieu Schwartz. Ce dernier n'est autre que le petit-neveu du célèbre mathématicien français Laurent Schwartz, qui anima, vous venez de le voir, un comité de soutien en faveur de son confrère ukrainien et contribuant ainsi à sa libération, puis à son expulsion de l'Union soviétique sous l'ère Léonid Brejnev. Nous allons y revenir maintenant avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de débat doc. Michel Brouet est avec nous, bienvenue à vous. Merci. On vous a vu assez longuement d'ailleurs dans ce documentaire. Et pour cause, vous êtes mathématicien et l'une des anciennes chevilles ouvrières de ce fameux comité des mathématiciens piloté par Laurent Schwartz. Vous avez cofondé ce comité à l'époque, vous aviez 27 ans, c'est ce qui nous est dit dans ce film. Au début, ça durait longtemps. Et oui. Et votre dernier ouvrage s'intitule « Pour voir clair, zigzag entre les mathématiques, l'art, la politique et la vie », publié aux éditions du Seuil. Galia Ackerman est également avec nous. Bienvenue à vous, Galia Ackerman. Vous êtes écrivaine, historienne et journaliste, spécialiste du monde russe et ex-soviétique. Vous avez eu l'occasion de rencontrer maintes fois Léonid Pliouch en France dans les années 80. Vous le rencontrez pour la première fois en 1985. Et votre dernier ouvrage s'intitule, lui, Le livre noir de Vladimir Poutine, coécrit avec votre confrère historien Stéphane Courtois et publié chez Robert Laffont. Et puis enfin avec nous Laurent Geoffrin, bienvenue à vous aussi, vous êtes journaliste, éditorialiste, très bon connaisseur de l'histoire de la gauche française. Vous dirigez le quotidien Le Journal, quotidien numérique à découvrir en ligne, doublé d'ailleurs d'une newsletter. Et votre dernier livre a pour titre La conquête de la liberté de Mirabeau à Mitterrand, et c'est un ouvrage disponible, lui, aux éditions Talendier. Michel Brouet, on l'a vu, on l'a compris dans ce documentaire, c'est vous qui, le premier, accueillez Léonid Pliouch en France après sa libération en 1976. Vous l'accueillez durant plusieurs semaines, à votre domicile. 2 mois. 2 mois. Est-ce qu'à cette occasion, il s'est confié un tant soit peu sur ce qu'ont été les conditions de sa détention durant 4 ans en Union soviétique, à la fois en prison, puis dans 2 hôpitaux psychiatriques, dont l'un en Ukraine. Est-ce qu'il s'est confié un tant soit peu sur ce qu'ont été ces années de détention ? Il ne s'agit pas de se confier, il suffisait de le regarder. Vous savez, quand il est descendu du train, il était sorti depuis 3 jours de l'hôpital. On avait pris le soin, si je puis dire, de l'habiller avec des boutons de manchette, comme le raconte sa femme Tania. Elle s'est empressée de jeter ses habits du KGB. On l'avait bronzé, figurez-vous. On l'avait foutu sous une lampe à bronzer après l'avoir gavé de neuroleptiques. Donc, il n'était pas en forme, il était fatigué. Il voulait surtout se reposer, reprendre ses esprits, dégonflé à tous les sens du terme, et donc ça a été un petit peu pénible parce qu'il y a eu 2 mois, enfin en tout cas 1 mois où il fallait le protéger des journalistes, et nous avions affaire à une campagne qui expliquait que mon espèce de Saint-Bernard de chien, qui était un adorable animal, était un chien policier féroce qui mordait les journaux, les cuisses des journalistes, bon bref. Bon. Et au moment où vous l'accueillez... Il ne s'est pas confié, je l'ai vu, j'ai vécu avec lui, on a vécu avec lui pendant 2 mois, donc oui, on l'a connu. Est-ce qu'il avait conscience de la mobilisation qui avait facilité à la fois sa libération, puis son expulsion d'Union soviétique, cette fameuse mobilisation, notamment des mathématiciens ? Est-ce qu'il en avait conscience au moment de sa libération ? Il a eu le temps quand même de discuter avec sa femme, et nous étions, nous, en contact avec sa femme, quasi direct. C'est-à-dire qu'on était en contact avec Sakharov, plus exactement avec la femme de Sakharov, Elena Bonner, qui, elle, était en contact avec la femme de Pliouch, Tania Pliouch, et le contact était quasi direct. Donc oui, bien sûr, il le savait. Et puis, il n'a pas pu ne pas le voir, vu que la France, pour ne pas dire le monde entier, a débarqué dans cette petite ville de Seine-et-Marne qui s'appelle Montereau. Ils venaient tous voir Pliouch, essayer de le convaincre de venir chez eux, etc. Donc c'était un peu pénible. J'ai dû refuser, je ne sais pas moi, à Jean Daniel de venir prendre son petit déjeuner, à un certain nombre de journalistes qui disaient je vais prendre mon petit déjeuner chez vous. Je suis désolé, mais non. Parce que ça a été rappelé dans ce film, mais tout part de Sakharov, qui lui est en Union soviétique. Absolument. Alors il n'est pas mathématicien, Sakharov, il est physicien, père fondateur
de la bombe H soviétique en 1953. Tout part d'un autre dissident qui, lui, choisira d'ailleurs la résistance intérieure. Elle restera en Union soviétique jusqu'au bout, en exil à Gorky, à 400 km de Moscou. Tout part de Sakharov, tout de même. Il était moins maltraité que les autres parce qu'il était Sakharov. Et donc, il a choisi de ne pas se taire, bien sûr. C'est lui qui nous a alertés sur le sort de Pliouch que personne ne connaissait. C'est lui qui nous a poussé à nous occuper de ce cas-là. Oui, bien sûr. La campagne, pour fixer les délais, elle a débuté au printemps 74 à l'appel de Sakharov, et elle s'est terminée, si je puis dire, en janvier 76, quand il a été libéré, puis ensuite, quand il est devenu un personnage public qu'on a bizarrement complètement oublié aujourd'hui. On va y revenir, hein, sur les conséquences que ça a eu sur l'union de la gauche, sur l'évolution du PC, et indirectement sur l'évolution de l'URSS. Mais on va en parler, je pense. Alors, il y a ce fameux comité des mathématiciens que beaucoup ont sans doute découvert dans ce film, mais pas seulement. Il y a eu d'autres acteurs qui ont contribué à cette libération et cette expulsion de Léonid Pliouch. Et pas seulement de Léonid Pliouch. En fait, il faut mettre peut-être ce film et l'histoire qu'il raconte, tout à fait extraordinaire, de Léonid, dans un contexte très large. En fait, le public en Occident a commencé à découvrir les dérives, si l'on peut dire, du régime autoritaire, voire totalitaire soviétique, avec par exemple l'affaire de Pasternak, le docteur Zhivago, avec l'affaire de Signavski et Daniel, qui étaient deux écrivains qui ont envoyé leurs écrits en Occident et qui ont été condamnés à la prison pour cela, etc. C'est-à-dire, en Occident, il y a eu déjà des gens, pas seulement la gauche, mais aussi toutes sortes de personnalités publiques, qui s'intéressaient à ce qui se passait en Union soviétique. En 1974 aussi, il y a eu ce qu'on appelle la troisième corbeille des accords d'Helsinki, où l'Union soviétique a promis de respecter, il a signé les documents, à respecter les droits de l'homme. Il n'en était rien. Donc il y a eu tout un mouvement des groupes Helsinki en Union soviétique qui faisait du monitoring des violations des droits de l'homme. Et donc, si vous voulez, il y avait, on peut dire, une profusion de comités, dont les comités de mathématiciens, mais aussi des comités de physiciens, mais aussi toutes sortes d'autres comités qui défendaient à la fois les dissidents, ceux qui ont été emprisonnés ou envoyés en asile psychiatrique, ce qui est une forme de torture pire que le camp. Et donc aussi les refusniks, c'est-à-dire les juifs qui voulaient quitter l'Union soviétique. Et là aussi, d'ailleurs, les groupes de mathématiciens et de physiciens étaient très actifs dans ce combat. Ensuite, il y avait un combat plus large avec la publication de l'archipel du Goulag en 1974, quand il y a les nouveaux philosophes qui disent que peu importe que les idéaux, les doctrines des régimes totalitaires sont différents, ce qui compte, c'est qu'ils utilisent les mêmes camps. Et donc la même répression. Ça, c'est Glucksmann et Bernard-Henri Lévy. Et donc, ce qu'on appelait les nouveaux intellectuels, d'ailleurs, à l'époque. Les nouveaux philosophes, on les appelle. Les nouveaux philosophes, pardon. Oui. Ouais. Et donc, c'était un contexte de foisonnement quand l'opinion publique française a commencé à se réveiller un peu. Il y avait bien sûr les gens de gauche qui ont soutenu ce mouvement, mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas à gauche, mais simplement antitotalitaires, comme Ionesco, comme Raymond Aron, comme André Glucksmann, comme Elie Wiesel, pour parler des étrangers, et beaucoup d'autres. Ouais. Et c'était aussi les débuts d'Amnesty International. Ah ben bien sûr, bien évidemment, sûr. en 1974. Rapidement... Oui, je voudrais juste faire rebondir sur ce que vient de dire Galia Ackerman. Les mathématiciens sont intervenus, elle a cité le procès Signavski-Daniel. Ouais. Il y a eu le Congrès international des mathématiciens, dont on reparlera peut-être, qui a lieu tous les 4 ans, à Moscou. Et lors de ce congrès de Moscou,
la médaille Fields devait être décernée à Alexandre Grothendieck. Je ne sais pas si quelqu'un ici a entendu le nom d'Alexandre Grothendieck, Oui. et qui est considéré comme l'un des grands mathématiciens de l'histoire, disons. Et Grothendieck a refusé d'aller à Moscou recevoir la médaille Fields par solidarité avec Siniavski et Daniel. Et c'est Henri Cartan, l'un des membres du comité des mathématiciens, qui est allé prendre la médaille et la lui a ramenée. Donc c'est juste une petite anecdote, mais ça ne date pas, vous voyez, c'était ensemble. On va voir un extrait du film. Nous sommes en octobre 1975 et il y a ce fameux meeting à la Mutualité, salle quasi légendaire pour la gauche française, qui organise donc un meeting pour le soutien de Léonid Pliouch. Un point va notamment ébranler la gauche française. Comme le remarquent les journaux, il y a 2 absents de marque au meeting, la CGT et surtout le Parti communiste français. Pire, les communistes ont organisé un contre-meeting, porte de Versailles. Ils n'ont pas voulu s'associer à une action qui met en cause l'Union soviétique. Laurent Geoffrin, ce fameux meeting de soutien qui a lieu à la Mutualité est boycotté à la fois par la CGT et par le Parti communiste français. Et ça illustre sans doute assez bien les remous qu'allait provoquer non seulement cette affaire Pliouch, mais qu'avait sans doute commencé à provoquer aussi l'affaire Alexandre Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag évoqué à l'instant par Gali Ackerman. Ça a vraiment créé une fissure, hein, cette question des dissidents dans la gauche française. Parce que la dénonciation des exactions soviétiques, elle date de 1920. Il y a, déjà, Blum avait dénoncé la dictature du parti. Souvarine était un communiste dissident qui était parti à l'Ouest, qui avait raconté tout ça. Orwell l'avait fait. Vous appelez, il y avait plein de gens. Mais c'était assez confidentiel parce qu'il y avait une sorte de candidaton à gauche qui consistait à dire... Bon, c'est vrai que les bolcheviks et les staliniens ont des méthodes dures, mais on va pas. C'est le camp quand même du progrès, c'est le camp du socialisme, donc on n'en parlait pas trop. Et à partir des années 70, après 68 en fait, ce sont des gens de gauche très, très visibles, ou des journaux, ou des institutions qui tout d'un coup mettent le doigt sur la répression en Union soviétique. Et donc l'accueil de Solzhenitsyn, par exemple, on aurait pu penser que c'est le Figaro, ou que c'est je ne sais quel canard de droite qui aurait dit bah, Solzhenitsyn. Pas du tout. C'est l'Observateur qui publie des papiers interminables sur Solzhenitsyn, et c'est Libération, le premier Libération à l'époque, qui fait grand cas de l'archipel du Goulag. Le Goulag est un mot d'ailleurs qui avait été popularisé bien avant, dans les années 40, par David Rousset, qui était un type de gauche aussi. Mais c'était étouffé par une espèce de bien-pensance, on pourrait dire. On ne le disait pas à l'époque, mais enfin c'est ça. On n'osait pas trop attaquer l'Union soviétique parce que il y avait la guerre du Vietnam, il y avait l'impérialisme américain, il y avait la lutte contre le capitalisme. On n'osait pas le faire. Et ces affaires de dissidents, l'affaire Solzhenitsyn, plus toutes celles que vous venez de citer, moi j'étais militant socialiste à l'époque. Donc on était pour l'union de la gauche, mais on était contre les communistes. Donc c'était ça le paradoxe. Et donc c'est le sort des dissidents comme Pliouch nous intéressait beaucoup, parce que c'est une manière de dire on veut bien s'allier avec vous, mais il faut que vous abjuriez des dogmes staliniens. Et le Parti communiste était en pleine fêlure, c'est ce que vous avez dit. Il y avait une partie, la majorité du parti voulait garder la ligne ancienne, qui était celle de Thorez et qui était celle de Marchais. Hein, c'est-à-dire qui était aussi celle du Parti communiste d'Union soviétique. Oui, c'était la même. Hein, voilà. Alors, sous Thorez, il y avait un agent de l'international qui s'appelait Fried qui donnait les ordres directement. Ça, c'était plus ça. Après, il n'y avait plus ça. Mais il y avait toujours le lien avec l'Union soviétique. Mais il y avait au sein du parti, de manière invisible, des gens qui disaient mais on ne peut plus faire ça, c'est pas possible. Si on est intégré dans la vie démocratique de la République française, on ne peut plus défendre le goulag, c'est pas possible. Mais ça, il ne le disait pas trop. Il y avait eu Garaudy qui s'était fait exclure. Il y avait des exclusions, il y en avait régulièrement. Mais là, le verre était dans le fruit. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs frappant pour l'histoire du communisme. C'est un régime qui s'est effondré sur lui-même. Le nazisme, il a fallu aller à Berlin avec des chars pour le faire tomber. Le communisme est un régime, à partir de la mort de Staline, qui n'est plus sûr de lui. Il n'est plus sûr tout à fait de ses idées. Il se pose des questions. On a promis l'émancipation du
prolétariat, on a mis des millions de gens dans des camps de concentration. Ça ne tient pas debout, ça. On a produit l'abondance, on a promis le bien-être des ouvriers. Et il se trouve qu'à l'Ouest, on vit beaucoup mieux, y compris les ouvriers, d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans le film, on le voit bien, parce que la femme de Pliouch va faire les courses. Et alors, elle dit, mais dans les magasins, il y a tout. Pourquoi? Parce que dans les magasins du bloc soviétique, il n'y avait rien. Ouais. On ne pouvait pas, c'était la pénurie, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire des soutiens politiques à ce qu'était, vous, votre action au sein de ce comité des mathématiciens? L'OCI, qui est cité dans ce film, vous a aidé à aider ce comité et les comités qui soutenaient Pliouch à faire ce fameux meeting de la mutualité d'octobre 75. Qu'est-ce qu'on peut dire du soutien des partis politiques à l'époque? Pour illustrer en quelque sorte ce que vient de dire Laurent Geoffrin, on a assisté, cette fois-ci en direct, entre, disons, le printemps 74 et le printemps 76, à l'élargissement de cette fêlure dans le Parti communiste français, et donc, partant, d'une espèce de fêlure dans le Parti communiste d'Union soviétique, que ma collègue Sophie Curé, dans le film, on la voit d'ailleurs, rapporte. C'est-à-dire qu'il a été question de l'affaire Pliouch, moi j'en reviens toujours pas, à la direction du KGB. Andropov a parlé de la campagne que nous menions, c'est pété. Moi j'étais dans mon petit garage à Montreux à tourner ma rodéo, et Andropov en parlait. Mais ça se traduisait très concrètement. En 74, je me faisais insulter par les membres du Parti communiste. Et non pas parce que j'avais un rapport avec les trotskistes, parce que je dénonçais Enfin, si, parce que j'avais un rapport avec les trotskistes, mais aussi, surtout, parce que je dénonçais les conditions de non-démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire, en Union soviétique. Au printemps 76, ça a complètement changé. Entre-temps, ça a tourné. Dans l'article de l'Humanité, où on a compris que le Parti communiste est en train de tourner, il était écrit à la fois que le meeting était organisé par des organisations d'extrême droite, ça c'était les jeunes Ukrainiens, les pauvres, qui disaient d'extrême droite, comme aujourd'hui, mais en même temps qu'il fallait libérer Pliouch. En même temps, il y avait les deux dans l'article de l'Humanité. C'est très symptomatique de ce qui s'est passé en ce moment. À ce moment-là, on a élargi les phares. C'était lié à l'Union de la gauche aussi. C'est-à-dire que absolument. Pour signer le programme commun, il fallait que le parti accepte la démocratie. Autrement, les socialistes n'auraient jamais signé. Les socialistes sont très conscients des problèmes du stalinisme. Qui a dit le communiste n'est pas à gauche, il est à l'est? Guy Mollet qui a dit ça. Et c'est un socialiste. Donc les socialistes savaient très bien à quoi s'en tenir avec le Parti communiste. C'est pas réaliste que Mitterrand et le parti a dit bon, si on veut gagner, il faut qu'on s'allie avec le PC. En plus, il y avait un autre argument consistant à dire la classe ouvrière est hors les murs, elle n'est pas représentée. Donc on fait l'union de la gauche, comme ça tous les ouvriers seront au moins représentés par la gauche au gouvernement. Mais cette volonté d'obliger le parti à signer des textes où il était question de droits de l'homme, de respect, de liberté de la presse. Parce que Marchais, par exemple, on lui avait posé la question, mais est-ce que, si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous pourriez accepter la publication de l'archipel de Goulag et de Solzhenitsyn? Donc Marchais avait répondu, mais bien sûr, il aurait pu le publier s'il avait trouvé un éditeur. C'est ça la phrase. Donc là, on dit, c'est ridicule. En plus, il y avait un côté ridicule, parce que tout le monde savait ce qui se passait en URSS. Dans les années 30, les années 20, on ne savait pas très bien. Bon, beaucoup ne savaient pas très bien. Mais là, on savait. Donc, quand les communistes défendaient l'Union soviétique, c'était un éclat de rire général. On disait, mais vous êtes fous, arrêtez avec ça. Et au sein du parti, en plus, ils avaient l'exemple du Parti communiste italien, de ce qu'on appelait l'euro-communisme. Qui lui avait pris l'Italien avait déjà pris le virage anti-stalinien l'Union soviétique. Et donc il se disait, et le Parti communiste italien à l'époque avait des grands succès électoraux et participait de très près à la vie politique italienne. Donc il y avait des Français dans le Parti communiste français. Alors ils ne le disaient pas parce qu'il y avait une espèce de répression permanente, mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient très bien que Berlinguer avait raison et que Marchais avait tort. Gali Ackerman, dans la nécrologie que vous avez consacrée à Léonid Pliouch en 2015 dans la revue Novaya Gazeta, vous dites Léonid était un gauchiste, un socialiste idéaliste, ce qui le distinguait de nombreux dissidents qui s'étaient installés à Paris. Oui, c'est vrai parce que, vous savez, pour nous, comme vous savez, je suis née et grandi en Union soviétique, pour les gens qui étaient anticommunistes comme moi, l'idée qu'on puisse défendre l'idéal communiste qui ne s'est jamais réalisé. À l'époque, ça devenait très louche. Ça devenait extrêmement... C'était pas les gens que vous fréquentiez à l'époque? Non, pas du tout. Mais ceci dit, vous savez, la plupart des dissidents qui sont arrivés, le cas de Pliouch n'était pas un cas unique. Il y avait des dizaines et des dizaines
de dissidents qui ont été pareillement, simplement forcés à l'exil. Solzhenitsyn, on l'a mis dans l'avion. Plutch, on l'a transporté direct de l'hôpital psychiatrique. Les autres, on leur disait, c'est la prison ou l'exil, allez, partez. Et donc, il y avait tout un groupe très important de dissidents, d'écrivains, d'artistes peintres, de scientifiques, etc., notamment à Paris. Oui. Et la plupart de ces gens n'étaient pas à gauche. Il faut le dire. Mais cela n'empêchait pas de mener le combat commun, qu'il fût à gauche ou à droite. Pour nous, ce qui comptait, c'est de combattre la répression et le régime soviétique. Je peux faire une anecdote sur ce Rapidement, il nous reste 6 minutes. Ce que vous racontez, Galia Ackerman, c'est reflété dans le couple Plihouch. Oui. Ça n'apparaît pas dans le livre. Ouais. Le maire de Montreux, où donc Plihouch a été accueilli, était communiste, et communiste démocrate. Et il a demandé à rencontrer Plihouch pour lui serrer la main. Fureur de Tania Plihouch. Tu ne vas pas aller serrer la main d'un communiste. Ils se sont engueulés pendant des jours et des jours parce que Plihouch voulait aller serrer la main du maire communiste et Tania ne le voulait pas. Voilà, ça s'est reflété là. Et quant à l'importance de l'union de la gauche, les militants ne le savaient pas, mais les dirigeants le savaient très bien. En 1974, j'étais un tout jeune mathématicien inconnu, mais qui s'occupait du comité Plihouch. J'étais reçu en tête-à-tête par François Mitterrand, avant son voyage en URSS. Et lui, il sentait ce qui se passait. Là, il connaissait bien. On va parler de l'après-libération, parce que Léonid Plihouch est tombé amoureux de la France, d'une certaine manière. Il n'a plus jamais quitté la France. Il n'est même pas retourné en Ukraine une fois l'indépendance de l'Ukraine décrétée il n'est pas retourné en tout cas pas installé en Ukraine. Et il est bien installé en France. Il ira notamment à Nanterre, qui accueillera un certain nombre de personnalités issues de la diaspora ukrainienne. Notamment sur cette après-libération, la manière dont il l'a vécu, ce qui a été son parcours par la suite. Qu'est-ce qui vous frappe le plus, vous, Michel Mouet ? Ah, c'est sa continuité, la continuité, et en particulier son nationalisme au sens noble du terme. Hein. Le nationalisme peut être cracra, mais le nationalisme ukrainien était quelque chose qui l'a fait vivre jusqu'au bout. Au moment de la première révolution, Maïdan, il me téléphonait l'un après l'autre en disant « fais quelque chose ». Mais oui, mais bon, bon, on peut faire quelque chose pour un mathématicien emprisonné, on ne peut pas faire quelque chose pour un peuple emprisonné, c'était plus difficile. Et il s'engage résolument dans la lutte pour les droits de l'homme, néanmoins. Il prend la défense des boat people vietnamiens, il est d'un certain nombre de ses combats. Sur l'Ukraine, c'est important parce que il écrira un livre sur l'Ukraine, et d'ailleurs vous lui avez soufflé à l'oreille d'écrire ce livre qui s'intitule « À nous l'Europe ». C'est un plaidoyer en faveur de l'intégration européenne de l'Ukraine. C'était prémonitoire. C'était complètement prémonitoire, mais vous savez, il faut quand même revenir un peu sur l'histoire de Plihouch, parce que Plihouch, avant son arrestation, avant son envoi dans un hôpital psychiatrique, il était déjà actif dans la lutte pour les droits de l'homme. Et en Ukraine, la situation était très particulière. Il y avait tout un mouvement de l'intelligentsia ukrainienne pour le droit, tout simplement, d'écrire dans leur langue, parce que la langue elle-même était opprimée. Le sentiment national ukrainien a été opprimé. Et donc, Léonid, il a servi en quelque sorte, il a fait de la navette entre Moscou et Kiev, et il a rapproché, il a servi de messager entre les dissidents, les opposants de Russie, essentiellement Moscou, et les opposants de Kiev. Et quand il est installé à Nanterre, comme d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'était le cas de beaucoup de gens qui ont fait des études de mathématiques, de physique, d'ingénieurs, qui se sont intéressés après, complètement, sont versés dans les sciences humaines. Et donc lui, il s'intéressait énormément à la culture ukrainienne. Il a fait des livres qui ont été publiés en Ukraine, parce qu'il les a écrits en ukrainien, sur les grands écrivains ukrainiens, des analyses très fines. Et ce livre que vous avez montré, L'Ukraine à nous l'Europe, c'est un livre qui retrace et réinterprète l'histoire ukrainienne pour montrer que l'Ukraine fait partie de l'Europe. Et ça, c'était quelque chose dont à l'époque on n'entendait pas encore parler. Dans ce sens, oui, il a été prémonitoire.
Elle vous inspire quoi, cette histoire Pliouch, après sa libération, après ce parcours, etc. Ça illustre quelque chose? Une frappe, c'est une chose qu'on ne souligne pas assez, c'est la force d'une idée. Parce que, en principe, l'Union soviétique, ça ne pouvait pas tomber. C'est un énorme appareil d'État, une armée surpuissante, un parti qui contrôlait les moindres aspects de la vie sociale. Et pourtant, alors il y a d'autres facteurs qui ont joué, mais notamment l'échec économique, mais c'est quand même la force de l'idée. C'est pour ça que les dictateurs ont peur des idées. Mais cette idée de droit de l'homme, qui est une flamme toute fragile, quoi, et qui trotte dans la tête des gens et qui n'a pas d'existence concrète souvent, et ça finit par lézarder les édifices les mieux construits. Et comme l'étincelle de l'idée, comme ça finit par faire tomber le système. Parce que, encore une fois, le système est tombé. Là, on a vu Andropov. Andropov a succédé à Brejnev. Enfin, il y en a eu un autre. Et il avait été le patron du KGB, précédemment, vous l'avez dit d'ailleurs. Mais le KGB était l'endroit où on connaissait le mieux les faiblesses du système soviétique. Donc quand Andropov est arrivé, il a commencé déjà à dire, bon, il faudrait peut-être qu'on réforme quand même, et il a facilité la prise de pouvoir par Gorbatchev, qui lui était un communiste convaincu, mais qui était khrouchtchevien au départ. Et donc, là aussi, c'était souterrain, parce que dans le monde soviétique, tout est caché, tout est secret. Et puis, arrivé au pouvoir, il a fini par dire, bon, mais maintenant, on va appliquer nos idées de liberté. Voilà, parce que le communisme, ça doit être la liberté. Et donc, là, c'est la force autonome de l'idée, quoi, qui est incroyable. Et puis, dernière question, aujourd'hui, il y a encore des dissidents. Est-ce qu'il y a encore des comités de mathématiciens qui se mobilisent en faveur d'un certain nombre de dissidents, de mathématiciens dissidents dans d'autres pays du monde, aujourd'hui en 2025 ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas des comités de mathématiciens, il y en a un. Il y en a un. Le monde mathématique est unique. Celui-là ? Non, c'est pas le même. Il n'est pas constitué des mêmes individus. Ah. Les mêmes ne sont pas très actifs. Mais bien sûr, il y a en particulier un jeune mathématicien russe qui s'appelle Atsat Miftakov, qui a été emprisonné sur une provocation énorme. On l'a condamné à 6 ans de camp pour avoir cassé une vitre. Enfin, il vit dans des conditions épouvantables. Bien sûr qu'on continue, bien sûr. Et aussi, je voudrais dire que en référence au combat de Pliouch et de l'Ukraine, non seulement hier soir, j'ai rencontré sa petite fille, Julie, qui est la seule Julie Pliouch, qui reste de sa famille. La fin, mais c'est avec elle que j'ai manifesté contre l'invasion de l'Ukraine il y a 2 ans. Voilà, on en restera là, c'est le mot de la fin, avec un grand merci vraiment à tous les trois. Après ce documentaire, dans ce débat doc consacré à ces mathématiciens qui ont fait plier le Kremlin, un formidable documentaire signé par Mathieu Schwartz. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc. Merci aussi à Félicité Gavalda, Victoria Bellé, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Et je vous donne tout simplement rendez-vous pour un prochain débat doc. Ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.